San Francisco. Rien que le nom évoque le progrès, la technologie et la promesse d'un avenir meilleur. D'un côté, les gratte-ciel brillants de Silicon Valley, les milliards qui circulent chaque jour, les entreprises qui façonnent le futur de la planète, mais de l'autre, une réalité bien plus sombre. Des tentes qui s'alignent dans les rues, des familles entières contraintes de dormir à même le sol et des visages marqués par la survie quotidienne. Deux mondes qui se croisent sans jamais se rencontrer. Chaque jour, des milliers de personnes tentent de s'accrocher. Certains gagnent à peine 900 $ par mois, une somme dérisoire, dans une ville où le loyer moyen dépasse 3 500 $. Pour eux, travailler ne garantit plus un toit. San Francisco est devenu un paradoxe. Une capitale mondiale de l'innovation, mais aussi l'une des villes les plus inégalitaires des États-Unis. Les chiffres confirment cette fracture. En janvier 2024, une étude a révélé une augmentation de 7% du nombre de sans-abri par rapport à 2022. Ils sont désormais plus de 8300, dont plus de la moitié survivent directement dans les rues, exposés au froid, à la faim et à la violence. Les autres trouvent refuge dans des abris temporaires, mais sans garantie de stabilité. Et le plus inquiétant, le nombre de familles jetées à la rue a explosé de 94% en quelques années. Derrière ces statistiques se cachent des enfants qui grandissent dans l'incertitude, des parents brisés, des anciens combattants oubliés par le système. Dans la ville où certains amassent des fortunes colossales, d'autres n'ont littéralement plus rien. Cette réalité pose une question douloureuse. Qu'est-ce que le progrès ? La crise des sans-abri que traverse San Francisco aujourd'hui n'est pas née par hasard. Elle est le résultat de décennies de choix politiques, économiques et sociaux qui se sont accumulés, créant un terrain fragile où la moindre secousse pouvait précipiter des milliers de personnes dans la rue. Tout commence dans les années 1980. À cette époque, la ville commence à perdre progressivement ses logements les plus abordables. Les anciens immeubles populaires sont démolis ou rénovés pour accueillir des loyers plus élevés. En parallèle, des coupes budgétaires réduisent drastiquement les financements destinés à la santé mentale. Des milliers de patients sortent d'institutions psychiatriques, mais sans véritable filet de sécurité derrière eux. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une ville où le logement commence déjà à devenir rare et cher. Les années 2000 puis 2010 vont accentuer cette fracture. L'essor de la Silicon Valley propulse San Francisco au rang de capitale mondiale de l'innovation. Les startups, les investisseurs et les travailleurs du numérique affluent, prêts à payer des loyers exorbitants. Le prix médian d'une maison franchit le cap du million de dollars, atteignant jusqu'à 1,4 million au début des années 2010. Les loyers suivent la même tendance, dépassant les 3 000 $ par mois pour un appartement modeste. Dans cette spirale, les habitants aux revenus moyens ou modestes n'ont tout simplement plus leur place. Puis survient la pandémie de la Covid-19. Pour beaucoup, ce fut le coup de grâce. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi, leurs économies se sont évaporées et les dettes médicales ou de loyer se sont accumulées. Certains ont tenu quelques mois, parfois une année, mais à la première facture impayée, au premier retard de loyer, la chute a été brutale. À San Francisco, il suffit d'un incident, une panne de voiture, une hospitalisation, une perte de revenus pour franchir la frontière fragile entre la précarité et la rue. Face à cette réalité, la ville a tenté de répondre. Des budgets colossaux ont été débloqués. Plus d'1 milliard de dollars par an est consacré à la lutte contre le sans-abrisme et à la création de logements sociaux ou de services. Mais dans les faits, une grande partie de cet argent sert à gérer l'urgence et non à traiter les causes profondes. Derrière chaque statistique, il y a une vie, une histoire, un être humain qui a connu la dignité, les rêves, les espoirs avant de basculer dans une réalité brutale. Trop souvent, nous parlons des sans-abri comme d'une masse indistincte, un problème à gérer, mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants, chacun avec un passé et un présent douloureux. À San Francisco, plus de 70% des personnes vivant dans la rue souffrent de troubles de santé mentale ou d'addiction. Mais réduire leur destin à cela serait une erreur. Prenons l'exemple des familles. Ces dernières années, le nombre de familles sans logement
a explosé, bondissant de 94%. Imaginez une mère, un père, deux enfants forcés de dormir dans une voiture ou sous une tente plantée au bord d'une rue traversée par des voitures de luxe. Ces enfants, qui devraient apprendre à lire et à rêver, apprennent surtout à survivre au froid et à la peur. Puis il y a les vétérans, ceux qui ont porté l'uniforme, qui ont servi ce pays parfois au prix de leur santé physique ou mentale. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se battent contre le stress post-traumatique, l'addiction ou des blessures invisibles. Leur sacrifice semble avoir été oublié, remplacé par des nuits passées sur le trottoir avec pour seule couverture un sac de couchage usé. Dans une nation qui glorifie ses héros, comment expliquer qu'autant d'anciens soldats soient réduits au silence, dans l'indifférence générale? L'addiction au fentanyl en particulier agit comme une arme silencieuse. Cette drogue, 100 fois plus puissante que la morphine, s'est infiltrée partout. Pour beaucoup de sans-abri, elle est devenue une échappatoire, une façon d'anesthésier la douleur physique et psychologique. Mais ce refuge est un piège mortel. Quelques grains suffisent à provoquer une overdose. Les dealers l'ajoutent à l'héroïne, à la cocaïne, parfois même à des pilules contrefaites. Et les victimes n'en savent rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les histoires personnelles abondent. Michael, par exemple, vivait dans un hôtel reconverti par la ville, dans le cadre du programme Room Key. Il croyait avoir trouvé un semblant de stabilité, mais l'absence de suivi médical, combinée à une dépendance au fentanyl, l'a emporté en quelques semaines. Ses amis racontent qu'il rêvait simplement d'une seconde chance, d'un emploi stable. Ce rêve s'est éteint dans une chambre sombre, sans bruit, sans alerte. Il y a aussi Chris, un jeune de 18 ans. Les chiffres frappent, mais ce sont les histoires qui révèlent l'horreur humaine du fentanyl. Chaque nom, chaque destin brisé témoigne d'une Amérique qui a tourné le dos à ses plus fragiles. Prenons l'exemple de Chris Tawino, un jeune de Portland. À seulement 18 ans, il avait réussi à se stabiliser grâce à un programme associatif. Un logement temporaire, un retour aux études, l'espoir d'un avenir différent, mais une seule pilule contaminée au fentanyl a suffi pour éteindre cette lumière. Chris est mort en décembre 2023, son nom ajouté à la liste des commémorations de la journée des sans-abri disparus. À Los Angeles, Michael Flores vivait dans une chambre d'hôtel réquisitionnée par le programme Project Room Key, une initiative censée protéger les sans-abri pendant la pandémie. Mais derrière ces murs, la douleur et la solitude persistaient. Le fentanyl est devenu sa fuite, puis sa prison. En 2023, il a succombé, laissant derrière lui des amis qui se souviennent de son humour et de ses rêves jamais réalisés. Et puis il y a Ronald Paul Rams, vétéran de l'armée américaine, figure respectée de Skid Row. Contrairement à d'autres, il avait choisi de se battre. Armé de doses de Narcan, il parcourait les rues pour sauver des vies, arrachant des dizaines de personnes à l'overdose. Mais même lui, malgré sa force et son engagement, n'a pas échappé à l'ombre du fentanyl. Il a vu ses proches mourir les uns après les autres et a fini par tomber dans le désespoir qu'il combattait chaque jour. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles se répètent à Portland, à Seattle, à New York, à Philadelphie. Partout, le fentanyl fracture des familles et détruit le tissu social. Derrière chaque tente bleue, chaque matelas jeté sur un trottoir, il y a des rires qui se sont éteints, des projets avortés, des vies piétinées. Le plus cruel est que ces personnes ne sont pas invisibles par choix. Elles sont rendues invisibles par un système qui ne veut pas voir leur souffrance. Chaque décès est une preuve supplémentaire que la crise dépasse le cadre médical. Elle interroge nos valeurs collectives. Jusqu'où une nation peut-elle fermer les yeux sur ses propres citoyens avant de perdre son âme? Le fentanyl ne se contente pas de tuer en silence. Il déstructure tout ce qu'il touche. Dans les rues de Los Angeles, de Portland ou de Philadelphie, il a transformé des campements en cimetières à ciel ouvert. L'addiction ne détruit pas seulement des individus, elle érode la confiance, brise les liens sociaux et fait éclater les repères d'une communauté. À Skid Row, les voisins, qui partageaient autrefois un repas ou un mot d'encouragement, s'isolent désormais derrière leurs bâches. Les dealers savent où frapper, là où la douleur est la plus profonde. En mélangeant le fentanyl à d'autres drogues, ils accroissent la dépendance et maintiennent leurs clients dans un cercle de désespoir.
Résultat, des overdoses quotidiennes, souvent non détectées à temps. Cette spirale a un effet domino. Les overdoses solitaires dans des motels délabrés ou des parkings abandonnés se transforment en statistiques froides, mais elles laissent derrière elles un vide énorme, des enfants orphelins, des familles disloquées, des quartiers marqués par la peur. Dans des villes comme Santa Cruz ou Minneapolis, le fentanyl a déjà multiplié par 10 le sentiment d'insécurité. Les commerces ferment plus tôt, les habitants se barricadent et la vie nocturne disparaît. Les conséquences ne sont pas seulement sociales, elles sont aussi économiques. Les hôpitaux publics croulent sous des cas d'overdose répétés, les services d'urgence consacrent des milliards à éteindre un incendie qui ne cesse de s'étendre. À Minneapolis, par exemple, une étude a révélé que les personnes sans abri consomment près de 40 fois plus de soins d'urgence que la population générale, la plupart liés aux opioïdes. Chaque overdose non prévenue coûte des milliers de dollars à la collectivité. Mais l'argent ne dit pas tout. Le vrai coût est humain. Une société qui laisse le fentanyl s'installer dans ses marges accepte de voir ses propres fondations se fissurer. Car ce poison ne connaît pas de frontières. Il déborde des camps de fortune pour toucher des étudiants, des travailleurs pauvres, des mères isolées. En tolérant ce statu quo, l'Amérique n'assiste pas seulement à une crise sanitaire. Elle regarde, impuissante, la lente désintégration de sa promesse collective, celle d'un pays où chaque vie a de la valeur. Face à l'ombre du fentanyl, il serait facile de céder au fatalisme. Pourtant, même dans les rues les plus meurtries d'Amérique, des étincelles d'espoir persistent. Des bénévoles distribuent du naloxone, ce médicament capable de renverser une overdose en quelques secondes. Des cliniques mobiles offrent du buprenorphine et du méthadone, brisant la dépendance par un accompagnement médical encadré. Ces gestes sauvent des vies, mais ils rappellent surtout une vérité: l'addiction n'est pas une condamnation. C'est un combat qu'on peut gagner si la société choisit d'y mettre les moyens. La solution ne viendra pas d'une seule loi, ni d'une simple arrestation. Elle exige un changement de paradigme, traiter le logement comme un droit, la santé mentale comme une priorité, et la réduction des risques comme une politique de survie. Dans les villes qui ont osé tester l'approche Housing First, donner un toit d'abord, puis un traitement, les résultats sont clairs. Baisse des overdoses, réduction des coûts publics, et surtout, restauration de la dignité humaine. Mais au-delà des programmes, il y a une question fondamentale. Quelle vie jugeons-nous digne d'être sauvée ? Car derrière chaque seringue abandonnée, il y a une histoire. Un vétéran marqué par ses souvenirs de guerre, une mère épuisée par des factures impayables, un adolescent rejeté par sa famille. Les ignorer, c'est trahir l'idée même d'Amérique. La crise du fentanyl est donc plus qu'un problème sanitaire. Elle est un miroir tendu à une nation qui doit décider: allons-nous continuer à punir les plus faibles, ou choisirons-nous enfin de guérir nos blessures collectives ? Chaque overdose évitée, chaque personne réinsérée, chaque vie sauvée est une victoire contre ce poison silencieux. L'Amérique a déjà surmonté des guerres, des crises économiques et des pandémies. Elle peut aussi vaincre le fentanyl à condition d'accepter que la dignité humaine ne soit pas négociable. Alors, la prochaine fois que vous croisez une tente au bord d'un trottoir ou un regard perdu dans la foule, rappelez-vous, ce n'est pas un inconnu, c'est un voisin, un frère, une sœur. Et c'est à travers eux que se mesure la véritable grandeur d'une nation. Si vous croyez qu'aucune vie n'est jetable, partagez cette histoire, soutenez les associations locales, interpellez vos élus et surtout, refusez l'indifférence. Parce que c'est dans ces choix que réside notre salut collectif.